Dans le monde des clubs de motards hors la loi, quitter son club est une trahison. Mais rejoindre un club rival est une condamnation à mort. En l'espace de 30 ans, Frank Lentille a fait les deux à plusieurs reprises. Il a porté 5 écussons différents au sein de clubs qui se considéraient comme ennemis, puis a quitté chacun d'eux lorsqu'il décidait que c'était terminé. Voici l'histoire du motard qui a survécu à un attentat à la bombe et qui a affronté les Hells Angels. L'homme de Woodbridge, Francesco Cisco Lentille, est né en 1947 à Woodbridge, Ontario, de parents immigrés italiens. Durant les décennies d'après-guerre, Woodbridge était une communauté où les frontières entre le monde légitime des affaires italo-canadiennes et les réseaux du crime organisé qui évoluaient à ses côtés n'étaient pas toujours clairement définis. Lentille a grandi en connaissant des personnes des deux côtés de cette frontière. 2 portraits de Lentille existent et aucun des deux ne raconte à lui seul toute l'histoire. Le premier est celui décrit par les journalistes. En 2010, Jerry Langton décrit un homme qui était étrange, même selon les standards des motards canadiens, sujet à de violentes crises de colère. Un homme qui avait l'habitude d'abandonner ses projets dès qu'ils ne se déroulaient plus comme il le souhaitait. En 1999, Yves Lavigne le qualifie de papillon social du milieu des motards, qui, en 20 ans, a porté les couleurs de près d'une demi-douzaine de gangs de Toronto avant de quitter chacun d'eux lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Cette réputation lui a valu le surnom qu'il a suivi partout dans le monde des motards de l'Ontario, le motard velcro. Le second portrait est celui que connaissait le monde des motards. Peter Edwards, correspondant spécialisé dans le crime pour le Toronto Star, a écrit que personne ne pouvait être certain de sortir vainqueur d'un combat contre Lentille et que les hommes qui affrontaient directement ce motard vétéran repartaient parfois avec un œil fonctionnel en moins. Il avait l'habitude documenter et d'arracher les yeux de ses ennemis pendant les combats, et sa réputation à ce sujet était suffisamment précise et constante pour le précéder dans chaque pièce où il entrait. Ceux qui l'ont connu au sein des Bandidos le décrivaient comme un homme posé, constant et comme l'un des one-percenters les plus redoutables du Canada. Un homme condamné pour extorsion et vol à main armée qui boitait depuis un attentat à la bombe artisanale commis en 1995. Séquelles qu'il a conservées jusqu'à la fin de sa vie. L'homme décrit par les journaux était incapable de conserver un écusson. L'homme que connaissait le monde des motards ne pouvait être touché par quiconque souhaitait le lui retirer. Les 2 portraits sont exacts, et comprendre comment un seul homme pouvait réunir ces 2 personnalités est le point de départ de cette histoire. Satan's Choice et l'ambition. Sans limite, Lentille est entré dans le monde des motards hors la loi au début des années 1970 par l'intermédiaire du Satan's Choice Motorcycle Club. À cette époque, Satan's Choice était le club de motards hors la loi le plus puissant de l'Ontario, avec une hiérarchie stricte, une réputation de violence et des membres comptant parmi les hommes les plus dangereux de la province. Les Hells Angels n'avaient pas encore commencé leur implantation en Ontario. Satan's Choice contrôlait le territoire. Et tous ceux qui évoluaient dans le monde des motards de l'Ontario le savaient. Lentille était ambitieux dès le départ. Mais dans le monde des one-percenters, l'ambition n'est utile que si l'organisation à laquelle vous appartenez vous permet de progresser. Et Satan's Choice ne lui a pas offert cette possibilité. Malgré des années d'implication, Lentille n'a jamais dépassé le rang de prospect. C'était un plafond qu'il ne pouvait pas briser, peu importe le temps qu'il restait ou ce qu'il était prêt à faire. Pendant son passage chez Satan's Choice, Lentille était étroitement lié à un autre membre nommé Cecil Kirby. Kirby n'était pas un motard ordinaire. Parallèlement à son appartenance à Satan's Choice, il travaillait comme homme de main et tueur à gages pour des figures de la mafia de York Region, ce qui faisait de lui l'un des hommes les plus dangereux d'une organisation déjà dangereuse. Lentille et Kirby ont passé beaucoup de temps ensemble. Et cette relation allait finalement contraindre Lentille à quitter complètement le pays. Si Satan's Choice avait offert à Lentille une possibilité de progresser, il serait peut-être resté, et les clubs qu'il a créés, détruits puis reconstruits au cours des décennies suivantes, n'auraient peut-être jamais existé. Mais l'organisation à laquelle il avait consacré plusieurs années refusait de le promouvoir au-delà du rang de prospect. En 1978,
Il est donc parti. Il a rejoint le Rebels Motorcycle Club à Toronto, aux côtés d'un autre motard italo-canadien, nommé Gennaro Raso. Son passage chez les rebelles a duré environ 1 an. Lanty envisageait déjà de construire quelque chose qui lui obéirait plutôt que de le limiter. Et Raso pensait de la même manière. La discussion sur ce qui allait suivre n'a pas duré longtemps. La création des Loners. En 1979, Lanty et Gennaro Raso ont cofondé le Loners Motorcycle Club à Woodbridge, Ontario. Le nom avait été choisi délibérément. Dans un monde de motards qui célébrait l'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, 2 hommes à qui l'on avait répété pendant des années qu'ils n'avaient leur place nulle part ont décidé de faire de cette absence d'appartenance l'identité de leur club. Ils étaient les Loners. Et ils comptaient bien donner un véritable sens à ce nom. Lanty a lui-même conçu l'écusson du club. Une créature assez complexe et étrange, à moitié loup-garou, à moitié crâne cornu, qui est devenu l'un des écussons les plus reconnaissables de la culture motarde canadienne. Ce dessin était le sien et reflétait précisément la manière dont il voyait le club. Ce n'était pas une copie de quelque chose qui existait déjà. Les Loners recrutaient principalement au sein de la communauté italo-canadienne de Woodbridge et de ses environs. Une proportion particulièrement élevée des premiers membres venait de familles de classe moyenne et se considéraient comme plus élégantes et sophistiquées que les hommes qui composaient la majorité des clubs hors la loi de l'Ontario. Comme on pouvait s'y attendre, les autres clubs se moquaient d'eux en les appelant les losers. Mais ces moqueries n'ont pas ralenti leur expansion. Jerry Langton rapporte que durant cette période, Lanty connaissait personnellement le succès dans 2 activités respectées par le monde des motards. Une agence de recrutement de stripteaseuses et d'escortes, ainsi qu'une entreprise de dépannage automobile. L'entreprise de dépannage lui offrait notamment une couverture légitime et un réseau de contacts dans toute la région de Toronto, qui s'est révélé utile dans des domaines allant bien au-delà de l'assistance routière. Mais le club que Lanty avait créé à partir de rien s'est effondré sous ses pieds moins de 5 ans après sa création. En 1981, Lanty a été expulsé de son propre club. Lanty affirme que son départ était entièrement dû au fait que son associé Cecil Kirby était devenu informateur de la police et que partir était une question de survie plutôt qu'une conséquence de la politique interne du club. Jerry Langton affirme clairement que Lanty avait été expulsé pour avoir volé dans les fonds du club et qu'il était parti en Italie en attendant que les tensions s'apaisent. Lanty n'a jamais reconnu ces accusations de vol et a constamment maintenu sa version des faits au cours de plusieurs interviews réalisées sur plusieurs décennies. Ce qui n'est pas contesté, c'est ce qu'il a fait ensuite. Plutôt que de rester au Canada et d'affronter ce qui l'y attendait, Lanty s'est enfui en Italie. Il s'est installé à Perugia et a fréquenté les Hells Angels italiens pendant son séjour. Et dans une décision qui résumait parfaitement sa manière d'agir, il a continué à utiliser le nom des Loners, malgré son expulsion du club qui le portait, alors qu'il vivait comme un fugitif de sa propre organisation, dans un pays où personne n'avait autorité sur lui. Il a ouvert de nouveaux chapitres des Loners à travers l'Italie, notamment à Naples, Messina, Salerno, Reggio Calabria, Brolo, Avellino et Isernia. Depuis son exil, il développait la présence internationale du club, tandis que les hommes qui l'avaient expulsé dirigeaient les opérations canadiennes sans lui. En 1984, avec la bénédiction de Gennaro Raso, Lanty a officiellement réintégré les Loners et est retourné au Canada. Il a refondé le club dans New York Region, recrutant à nouveau au sein de la communauté italo-canadienne, et a reconstruit ce qui s'était effondré pendant son absence. À la fin des années 1980, les Loners étaient devenus le 3e plus grand club de motards de l'Ontario, uniquement devancé par les Outlaws et Satan's Choice. Au début des années 1990, le club possédait des chapitres à Toronto, Woodbridge, Richmond Hill, Windsor et London au Canada, et conservait ses chapitres italiens au Portugal, ainsi que dans 7 villes d'Italie. Le club que les autres gangs avaient surnommé les Losers
était devenue l'une des organisations hors la loi les plus importantes du pays. L'offre des Hells Angels. La deuxième expulsion et les Diablos. Le 16 juin 1993, Lanty a été approché lors d'une convention de motards à Wasaga Beach par Walter de Nurget Stadnik, le président national des Hells Angels canadiens. Stadnik avait une proposition précise. Il voulait que les Loners changent leur couleur pour rejoindre les Hells Angels, offrant ainsi aux Angels un club déjà établi en Ontario, avec ses propres chapitres, membres et territoires, au lieu de devoir construire leur présence dans la province à partir de zéro. Stadnik avait déjà fait la même proposition à Bernie Guindon de Satan's Choice, qu'il avait refusé. Il la présentait désormais à Lanty. David Wolf Carroll accompagnait Stadnik lors de la réunion et portait un t-shirt avec des runes SS sur lequel était écrit « Filthy Few Denmark ». Dans la culture des Hells Angels, l'insigne « Filthy Few » est porté par les membres qui ont tué pour le club. Lanty a interprété le choix vestimentaire de Carroll comme un message délibéré sur ce dont il était capable et, par extension, sur ce que les Angels pourraient faire si la conversation ne se déroulait pas comme il le souhaitait. Lanty a refusé l'offre. En 1994, les Loners l'ont expulsé pour la deuxième fois. Langton attribue cette décision à un vol dans les fonds du club. Lavigne l'attribue à une crise de colère de trop de la part d'un homme dont les collègues étaient fatigués de gérer l'instabilité. Plutôt que d'accepter son expulsion et de disparaître du monde des motards de l'Ontario, Lanty a immédiatement fondé un nouveau club appelé le Diablos Motorcycle Gang, sur le même territoire contrôlé par les Loners. Le message était clair. Si les Loners ne voulaient plus de lui, ils construiraient un rival directement sous leur nez et se battraient pour le même territoire. Les Diablos sont presque immédiatement entrés en guerre contre les Loners. Tout au long de l'année 1995, le conflit a provoqué des attentats à la bombe et des fusillades dans toute la région de Toronto, attirant durablement l'attention des forces de l'ordre sur les deux organisations. Le 1er août 1995, la porte d'entrée du clubhouse de Satan's Choice à Toronto, située sur Kintyre Avenue, a été détruite par une explosion attribuée à un lance-roquettes portatif, dans le cadre des hostilités opposant les différentes factions entraînées dans le conflit. Puis, le 25 août 1995, une voiture télécommandée piégée a explosé devant la résidence de Lanty à Woodbridge. Lanty a survécu, mais l'explosion lui a coûté l'une d'eux. Ses fesses et lui a laissé une démarche boiteuse qu'il a conservée jusqu'à la fin de sa vie. Les motards de Toronto lui ont donné un surnom faisant référence à sa blessure, avec cette cruauté particulière que le monde des motards réserve aux hommes à tuer. Le motard à moitié cul. Lorsque la police est arrivée sur les lieux après l'explosion, elle a découvert une arme de poing et une mitraillette chargée dans sa voiture. Et Lanty a dû faire face à des accusations liées aux armes, en plus de tout le reste. Privés du commandement opérationnel de Lanty, les Diablos se sont effondrés à la fin de l'année 1995, alors qu'ils se remettaient à l'hôpital. La guerre des motards s'est achevée dans une impasse, aucun des deux camps n'ayant gagné suffisamment de terrain pour justifier les pertes humaines et les risques judiciaires provoqués par le conflit. Lanty s'est retrouvé sans club pour la première fois depuis le début des années 1970. L'organisation qu'il avait fondée 2 fois et dont il avait été expulsé 2 fois existait toujours. L'organisation qu'il avait créée pour la remplacer avait disparu. Et l'homme qui avait survécu à une voiture piégée dans sa propre allée se remettait dans un lit d'hôpital en essayant de comprendre quelle serait la suite. Les Bandidos et la légende vivante. En 2001, une partie importante des membres canadiens des Loners a pris la décision collective de rejoindre le Bandidos Motorcycle Club, qui cherchait à s'implanter en Ontario pour faire contrepoids à la domination des Hells Angels, qui se renforçait dans la province depuis 2000. Lanty les a suivis. Il a rejoint le chapitre de Toronto des Bandidos et,
pour la première fois de sa carrière, s'est retrouvé au sein d'une organisation bénéficiant d'un véritable soutien international et d'un chapitre mère à Houston, qui donnait aux opérations canadiennes une légitimité qu'elle n'avait jamais possédée en tant que club indépendant. Il avait été recruté spécialement pour redynamiser le chapitre de Toronto et le rendre plus attractif auprès des petits clubs de l'Ontario qui réfléchissaient à leurs options pendant que les Hells Angels consolidaient leur position. Sa réputation devait faire le travail. Une légende vivante dans le milieu canadien des motards hors la loi, étroitement lié au crime organisé et dont la carrière avait donné naissance à 2 clubs, un attentat à la voiture piégée et une guerre de motards, représentait exactement le genre de figure dont les Bandidos de Toronto avaient besoin pour être pris au sérieux. Ce que Lanty a découvert à son arrivée ne correspondait pas à ce qu'on lui avait laissé entendre. De nombreux membres du chapitre de Toronto ne possédaient pas de moto en état de marche. Dans une culture entièrement construite autour de la moto comme fondement de l'identité et de la fraternité, les hommes censés représenter le club ne remplissaient même pas la condition la plus élémentaire pour en être membre. La réaction de Lanty a été immédiate et directe. Il les a qualifiés de motards sans moto. Ce n'était pas un terme affectueux. Son mépris pour les normes du chapitre s'étendait également à ses dirigeants. Le président du chapitre de Toronto, Frank the Bammer Salerno, était dépendant à l'héroïne à une époque où Lanty refusait même de fumer des cigarettes, estimant que la consommation de drogue était réservée aux hommes faibles. Lorsque Salerno s'est fait tatouer un bastone que Lanty considérait comme sa marque personnelle, Lanty l'a frappé et lui a ordonné de le faire recouvrir. Lorsque Lanty a ensuite découvert des commentaires insultants à son sujet sur le site internet des Bandidos et a remonté l'adresse IP jusqu'à une zone où vivait Salerno, il a directement confronté le président du chapitre. Salerno s'est effondré en larmes et a supplié Lanty « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît », de ne pas lui arracher les yeux en guise de punition. L'homme qui dirigeait les Bandidos de Toronto suppliait l'homme qui venait tout juste de les rejoindre de ne pas l'aveugler à cause d'un commentaire publié sur Internet. Mais la chose la plus importante que Lanty a faite pendant son passage chez les Bandidos n'avait rien à voir avec Salerno. Peu après son arrivée, il a identifié Michael Taz Sandam comme un sérieux problème. Sandam dirigeait le chapitre de Winnipeg, qui avait été admis au sein des Bandidos avec un statut probatoire et son comportement a immédiatement semblé suspect à Lanty. Sandam avait les bras complètement nus, sans aucun tatouage, ce qui était très inhabituel pour n'importe quel motard, et encore plus pour un one-percenter qui était supposé avoir suffisamment d'expérience dans ce milieu pour occuper un poste de direction. Selon Lanty, son attitude ressemblait à celle d'un policier imitant très maladroitement un motard hors la loi. Lanty entendait régulièrement des rumeurs affirmant que Sandam avait autrefois été policier et que les Outlaws l'avaient rejeté pour cette raison. Il a également remarqué que Sandam semblait être le genre d'homme qui aurait préféré flatter la brute du lycée plutôt que de lui tenir tête. Lanty a directement fait part de ses inquiétudes au sergent d'armes Wayne Celestine et lui a demandé d'enquêter. Il a ensuite demandé des nouvelles. Celestine a rejeté ses inquiétudes avec désinvolture, affirmant que les rumeurs étaient fausses et que Sandam n'avait jamais été policier. Lanty était furieux face à cette réponse. L'amateurisme de dirigeants incapables de prendre la peine d'enquêter sérieusement sur un doute crédible concernant un président de chapitre était le même amateurisme qu'il avait observé chez les membres qui ne possédaient pas de moto. C'était la même organisation, avec des visages différents. En novembre 2004, Lanty a quitté le club. Il disait à tous ceux qui lui posaient la question que Museder était dépendant à la cocaïne, que Celestine était fou et qu'il en avait assez de supporter les deux. Lorsqu'il est entré pour rendre son écusson des Bandidos, le contraste avec ce qui arrivait aux autres membres tentant de partir était immédiatement visible. Glenn Rongway Atkinson, qui avait lui aussi décidé de partir, avait été battu jusqu'au sang par Museder et Celestine, avant d'être autorisé à s'en aller. Lanty a rendu son écusson et est ressorti sans avoir été touché. Les hommes qui avaient été frappés Atkinson sans hésiter n'ont pas posé la main sur Lanty. Sa réputation concernant ce qu'il faisait aux yeux de ses adversaires pendant les combats était la seule protection dont il avait besoin. Et elle a suffi
Celestine a ensuite envoyé un email aux autres chapitres des Bandidos en affirmant que Lanty avait été expulsé, dans le but de sauver les apparences. Lanty n'avait pas été expulsé. Il avait décidé que c'était terminé et était parti. Cette distinction comptait pour lui, et il s'est assuré que les faits soient correctement rapportés. L'ironie dramatique de ce qui a suivi son départ constitue l'un des détails les plus importants de toute l'histoire des motards de l'Ontario durant cette période. Lanty avait correctement identifié Michael Sandam comme un ancien policier. Il avait donné l'alerte en suivant les procédures internes appropriées. Ses avertissements avaient été ignorés et il avait quitté le club par dégoût. Le 8 avril 2006, 8 membres et associés des Bandidos ont été retrouvés abattus dans 4 véhicules, dans le champ d'un agriculteur à l'extérieur de Shéden, Ontario. Sandam faisait partie des hommes condamnés pour leur meurtre. Si les dirigeants que Lanty avait tenté d'avertir l'avaient écouté, les 8 hommes qui se sont rendus à la ferme de Wayne Celestine cette nuit-là seraient peut-être restés en vie. Le complot d'assassinat, qui n'a jamais existé. Après avoir quitté les Bandidos en novembre 2004, Lanty ne s'est pas retiré du monde des motards de l'Ontario. Il a vu le massacre de Shéden détruire les Bandidos canadiens en avril 2006, puis a fait quelque chose que personne connaissant le paysage politique du crime organisé en Ontario n'aurait pu qualifier autrement que de provocation. Il a rejoint les Bandidos le 24 mai 2006 et a commencé à écarter Sandam ainsi que ses rivaux afin de se positionner comme l'homme qui reconstruirait l'organisation à partir des ruines laissées par le massacre. Les Hells Angels avaient dépassé des années à consolider leur domination sur l'Ontario. La perspective de voir Frank Lanty reconstruire la seule organisation capable de les défier était quelque chose qu'il n'était pas prêt à accepter. Mark Stephenson, président du chapitre des Hells Angels d'Oshawa, et Raymond Ray Ackley, ancien Angel d'Oshawa devenu nomade, ont proposé à un homme nommé Stephen Gould un contrat pour tuer Lanty. Le mobile était précis et documenté. Il pensait que Lanty était sur le point de faire renaître les Bandidos moribonds au Canada et de défier les Hells Angels pour le contrôle du territoire en Ontario. En interne, le meurtre était présenté comme une action destinée à servir les intérêts du club. Gould avait été choisi pour l'exécuter. Ce que Stephenson et Ackley ignoraient, c'est que Gould était secrètement un informateur de la police, criminel de carrière spécialisé dans l'escroquerie de personnes âgées qu'il dépouillait de leurs économies, et ayant autrefois arraché l'oreille d'un homme avec ses dents lors d'une bagarre dans un bar, Gould n'était pas le genre d'homme sur la fiabilité duquel une personne dotée d'un bon jugement aurait misé son avenir. Mais Stephenson et Ackley ont tout de même misé le leur sur lui. Le 28 septembre 2006, les 2 hommes ont été accusés d'avoir ordonné à Gould de tuer Lanty. La police a informé Lanty du complot. Fidèle au code des motards hors la loi, il a refusé la protection de la police. Il a commencé à porter une arme de poing et a continué à déclarer publiquement qu'il comptait reconstruire les Bandidos au Canada, peu importe ce qu'en pensaient les Hells Angels. Mais le complot contre lequel Lanty s'était armé n'était pas ce qu'il semblait être. Le 7 novembre 2008, l'affaire de la couronne contre Ackley et Stephenson s'est effondrée lorsqu'Ackley a révélé au tribunal qu'il était lui-même informateur de la police depuis 2002 et qu'il n'y avait jamais eu de véritable complot visant à assassiner Lanty. Peter Edwards a conclu dans ses reportages que Gould avait inventé toute cette prétendue conspiration afin de recevoir un paiement d'1 million de dollars de la couronne pour avoir permis de monter une affaire contre 2 Hells Angels. L'escroc professionnel avait mené sa plus longue escroquerie contre le système judiciaire lui-même. Le 18 janvier 2009, Ackley et Stephenson ont été acquittés. Le jury a estimé que l'affaire de la couronne reposait entièrement sur la parole peu fiable de Stephen Gould et que, sans son témoignage, il ne restait rien. 2 présidents de chapitre des Hells Angels avaient été accusés de complot en vue de commettre un meurtre et étaient ressortis libres du tribunal parce que l'informateur qui les avait trahis avait inventé le crime qu'il dénonçait. La conséquence documentée par Edwards est celle qui compte le plus dans l'histoire de Lanty.
comme la police avait informé Lenty qu'un véritable contrat avait été placé sur sa tête, il avait passé les mois entre septembre 2006 et décembre 2006 à croire que les Hells Angels tentaient activement de le tuer. À cause des mensonges de Goat, Lenty avait tué Buchanan en croyant que celui-ci voulait l'assassiner, alors qu'en réalité Buchanan cherchait seulement à l'intimider. Le complot d'assassinat qui n'avait jamais existé a provoqué un meurtre bien réel. La nuit au Club Pro. Peu après minuit, le 2 décembre 2006, 4 Hells Angels sont arrivés au Club Pro Adult Entertainment, un club de striptease et bar situé à Vaughan. Frank Lenty y travaillait ce soir-là comme responsable de la sécurité. Le propriétaire du Club Pro, Domenic Mimo Marciano, avait engagé Lenty précisément pour sa présence et sa réputation, décrivant son rôle en termes simples. Il servait en quelque sorte de tampon, de modérateur, pour éliminer les éléments indésirables. Les 4 Angels étaient dirigés par David White Dread Buchanan, le sergent d'armes du chapitre West Toronto des Hells Angels. Buchanan avait 33 ans ce soir-là et était sorti boire pour célébrer son anniversaire. Les forces de l'ordre le connaissaient comme l'un des principaux trafiquants d'armes de Toronto, vendant à des gangs de rue de toute la ville des armes introduites clandestinement depuis les États-Unis par les Angels. Dans la culture des clubs de motards hors la loi, le poste de sergent d'armes est généralement occupé par le membre le plus redoutable d'un chapitre, et Buchanan avait été nommé à cette fonction, et sa cruauté. Dans son état d'ivresse, Buchanan a commencé à menacer Lenty. Les 3 autres Angels se sont placés autour de lui, bloquant toute possibilité de fuite. Lenty a immédiatement compris la situation. C'était un homme de 59 ans, qui boitait depuis un attentat à la voiture piégée, marchait avec une canne, et se trouvait entouré de 4 Hells Angels, tout en croyant depuis 6 semaines, après avoir été informé par la police, que les Angels avaient placé un contrat sur sa tête. Lenty s'est dirigé vers le hall, où l'éclairage était meilleur et où une caméra de sécurité enregistrait tout. Les images captées par cette caméra sont devenues la principale preuve dans tout ce qui a suivi. Elles montraient Lenty demandant calmement et à plusieurs reprises aux Angels de rentrer chez eux, tandis que Buchanan faisait monter la tension. Puis Buchanan a commencé à frapper Lenty, alors que les 3 autres Angels continuaient de l'encercler. Lenty a sorti une arme et a tiré sur Buchanan. Buchanan est mort de sa blessure. Un deuxième membre des Angels a été touché et blessé. Les 2 autres ont pris la fuite. Le détail qui distingue la fusillade du Club Pro des dizaines d'affrontements similaires ayant eu lieu dans le monde des motards de l'Ontario au cours des décennies précédentes est ce que Lenty avait fait avant même que tout commence. Il s'était déplacé vers le hall parce qu'il savait que la caméra s'y trouvait. Dans un monde où les conflits entre clubs se réglaient dans des arrière-salles et sur des parkings, loin de tout enregistrement, Lenty s'était placé devant un objectif et s'était assuré que tout ce qui allait suivre serait documenté. Les images montraient clairement que Buchanan était l'agresseur, que Lenty avait tenté à plusieurs reprises de désamorcer la situation et que Buchanan avait porté le premier coup pendant que 3 autres Angels bloquaient toutes les sorties. Ce sont ces images qui ont poussé la couronne à abandonner l'accusation de meurtre au 2e degré et à négocier un accord. Dans les jours qui ont suivi la fusillade, plusieurs Hells Angels ont contacté la famille de Lenty et leur ont déclaré que Buchanan avait dépassé les limites et que le meurtre était justifié, puisque Lenty n'avait tiré qu'après avoir été frappé. Le secrétaire national des Hells Angels aurait déclaré qu'avant la fusillade, il entretenait de bonnes relations avec Lenty et que celui-ci lui avait autrefois sauvé la vie. L'organisation dont le sergent d'armes venait d'être tué disait à l'homme qui l'avait abattu qu'il avait eu raison de le faire. Lenty s'est rendu à la police le lendemain. Il paraissait calme lors de sa brève comparution par vidéo devant un tribunal de Newmarket, Ontario. Il avait un œil au beurre noir bien visible, que son avocat a attribué à l'affrontement du Club Pro. L'accusation était celle de meurtre au 2e degré. Le 14 avril 2008, Frank Lenty s'est présenté devant le juge Michael Brown dans un tribunal de Woodbridge et a plaidé coupable d'homicide involontaire pour la mort de David Buchanan, ainsi que de voies de fait graves pour avoir blessé le 2e membre des Angels
présent ce soir-là au Club Pro. L'accusation de meurtre à laquelle il faisait face depuis décembre 2006 avait disparu. Les images de la caméra de sécurité du hall du Club Pro avaient accompli exactement ce pourquoi Lenti s'était placé devant elle. Elle montrait Buchanan comme l'agresseur. Elle montrait Lenti tentant à plusieurs reprises de calmer la situation. Elle montrait 3 Angels l'encerclant sans lui laisser aucune issue. Le juge Brown a estimé que puisque Buchanan avait frappé Lenti plusieurs fois avant que celui-ci ne tire, Lenti avait des raisons légitimes de craindre pour sa vie. La couronne a accepté le plaidoyer d'homicide involontaire plutôt que de risquer qu'un jury voie ces images et prononce un acquittement complet pour légitime défense. Lenti a été condamné à 6 ans de prison. La réaction des Hells Angels face au verdict était aussi extraordinaire que tout ce que le monde des motards de l'Ontario avait connu depuis des années. Plusieurs Angels avaient déjà déclaré à la famille de Lenti, dans les jours suivant la fusillade, que Buchanan avait dépassé les limites. Le secrétaire national avait reconnu que Lenti lui avait autrefois sauvé la vie. Désormais, l'organisation dont le sergent d'armes avait été tué le jour de son anniversaire regardait l'homme qui l'avait abattu s'en sortir avec 6 ans de prison, après avoir plaidé coupable d'homicide involontaire, sans exercer de représailles significatives. La déclaration publique du secrétaire national des Angels, reconnaissant que Lenti lui avait autrefois sauvé la vie, avait tracé une limite que l'organisation n'était pas prête à franchir, même après la perte de l'un de ses membres les plus importants. Mais le détail le plus révélateur de la période entre son arrestation et sa condamnation ne venait pas du tribunal. Il venait de l'école catholique que fréquentait son fils Jesse à Woodbridge. Alors que Lenti était détenu dans l'attente de son procès, le directeur de l'école l'a contacté au sujet du comportement de son fils. Lenti lui a répondu en lui donnant l'autorisation de frapper son fils s'il se comportait mal. Durant cette période, il a dit directement à Jesse « Je me suis beaucoup amusé, mais à la fin, on se retrouve dans un endroit comme celui-ci. Je lui ai toujours dit que je ne voulais pas qu'il soit impliqué dans mes affaires. » L'homme qui avait passé 3 décennies dans le monde des clubs de motards criminels le plus violent de l'histoire du Canada avait fixé une limite qu'il refusait de laisser son fils franchir. Et son fils ne l'avait pas franchi. L'héritage, ce qu'était réellement le motard velcro. Pendant 3 décennies, Frank Lenti a porté les couleurs de 5 clubs de motards de l'Ontario. Satan's Choice, les Rebels, les Loner qu'il avait fondés, les Diablos qu'il avait également fondés, les Bandidos. Il a été expulsé 2 fois de son propre club. Il voyait également clairement des choses que les autres choisissaient de ne pas voir. Il avait identifié Michael Sandam comme un ancien policier avant le massacre de Shedden. Il avait donné l'alerte en suivant les procédures internes appropriées. Ses avertissements avaient été rejetés et il avait quitté le club par dégoût. Le motard velcro, dont l'organisation ne faisait pas confiance au jugement, avait eu raison lorsque le procès s'est terminé en 2009. Les hommes qu'il avait ignorés étaient soit morts, soit emprisonnés pour meurtre. Son fils Jesse n'a aucun casier judiciaire. Il a postulé dans l'armée canadienne et a été refusé. Il essaie de suivre le droit chemin. L'homme qui avait fondé 2 clubs, survécu à une voiture piégée, abattu un sergent d'armes des Hells Angels et passé 3 décennies comme l'une des figures les plus redoutées du monde des motards de l'Ontario, a déclaré à son fils depuis une cellule de prison qu'il ne voulait pas le voir impliqué dans ses affaires. Cette consigne est la seule qui soit restée, le motard velcro. Les écussons ne cessaient de se détacher, mais toutes les organisations qu'il avait quittées continuaient de penser à lui bien longtemps après son départ. Pendant 30 ans, Lenti a eu raison sur des choses que personne ne voulait entendre et a quitté des organisations incapables de le retenir. Le monde des One Percenters qu'il a produit fait remonter toute son identité à un seul week-end d'ivresse en Californie en 1947 et à un club qui n'a jamais voulu la réputation qu'il avait accidentellement créée. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir où tout a commencé.